Jean-Luc Mélenchon, 63 ans. Son talent de tribun emplit les salles, son verbe acéré lui aliène les médias. Éruptif et secret, extraverti et pudique, quelle part de lui livrera-t-il ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Qu'est-ce qui ne va pas? Là, j'ai la grippe. Sinon, histoire que tu es lente et cruelle. C'est Trotsky. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être là. Merci. Trotsky, vous le citez pour commencer, et avant de démarrer l'enregistrement de cette émission, vous disiez « C'est dingue comme je ressemble à Trotsky ». J'avais oublié ce petit jeune homme, avec cette barbiche et cette moustache. J'étais persuadé que, avec tous ces poils, je ferais plus vieux, parce que j'avais des responsabilités importantes. Je pensais que ça me vieillirait. Ben non, ça ne me vieillit pas. Ça me donne juste l'air un peu ballot, quoi. On va suivre un peu toute l'évolution de Jean-Luc Mélenchon. Le caractère de Jean-Luc qui était là depuis le début, assez dur, assez révolté. On va tout récapituler et on va essayer de comprendre qui est Jean-Luc Mélenchon. Mais pour commencer, on n'a pas l'habitude de vous voir sur un divan comme ça, Jean-Luc. Vous êtes généralement debout, le poing levé, allongé, là, vous vous sentez à l'aise, vous êtes prêt à vous livrer, à raconter, à essayer de faire, pas une analyse évidemment, mais une autocritique peut-être? Non, certainement pas. Mais oui, à commenter, à expliquer, à essayer de rendre compte de la cohérence, la continuité d'une vie, parce que je crois que dans le moment, oui, ça peut aider d'autres à construire leur propre cohérence. Et peut-être à se mettre un peu à distance de l'image dont je reconnais qu'elle n'est pas sans fondement, des responsables politiques qui sont en fait des machines à faire des carrières. Je pense que les hommes, je dis bien les hommes, hein, genre masculin, sont assez obsédés par la maîtrise du sens de leur vie. Peut-être parce qu'elle leur paraît plus incertaine qu'à leur compagne. Et bon, je sais qu'en étant là, il y a quelque chose d'un peu narcissique et vaniteux à vouloir fabriquer mon histoire de peur qu'elle ne m'échappe. Moi, je vais la prendre en main, votre histoire, Jean-Luc. Ouais, mais je vais essayer. Je vais d'abord vous expliquer, Jean-Luc, si vous voulez bien, pour quelles raisons je vous ai invité. Vous allez comprendre. Et derrière, on va ensemble parcourir l'histoire, mais aussi l'homme. Et on va voir que derrière celui qu'on décrit un peu comme un caractériel, comme quelqu'un comme ça d'assez vif, il y a aussi un écorché vif, quelqu'un de sensible, et même un poète. Regardez, si je vous ai invité, Jean-Luc, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit qu'en me plaçant légèrement derrière vous, je ne serais pas dans votre ligne de mire et je n'aurais peut-être pas à affronter ça. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. En plus, en me positionnant à la gauche de votre gauche, je me suis laissé une chance supplémentaire et je me suis dit que cette émission pourrait même aller jusqu'à son terme. Et ça, c'est une bonne nouvelle et c'est la première raison. L'autre raison, c'est que j'ai cru déceler derrière ces énervements qui ont bâti votre réputation une sensibilité à fleur de peau. Ne permettez pas que la France soit autre chose que ce qu'elle est dans le cœur du monde entier. Les coups de blues succèdent aux coups de sang, les coups de boule aux coups de mou. Alors, ne seriez-vous pas un peu bipolaire, Jean-Luc? Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que je ne voudrais pas être votre voisin de palier. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Mon but ce soir, c'est d'essayer de faire entendre de vous une autre musique, plus douce et plus subtile. Une musique moins grand public, mais sans doute plus mélodieuse. Et puis la dernière raison, c'est que vous êtes secret.
On dispose de kilomètres de bandes où vous parlez politique, lutte des classes et austérité, mais l'homme privé, lui, reste caché. Et ceux qui se sont montrés trop curieux s'en souviennent encore. Qu'est-ce que vous en savez de ma vie sexuelle? Mais on Ça parle peut de vous vie faire- sexuelle. Si, madame, vous avez mal écouté, ou alors vous ne faites pas attention aux mots quand il s'agit des autres. Alors, sans aller jusque dans votre chambre à coucher, j'aimerais juste ce soir, Jean-Luc, entrebâiller une porte. Celle qui donne sur l'homme et sa sensibilité insoupçonnée. Une porte que généralement, vous laissez fermer. On l'ouvre ensemble, cette porte que vous laissez fermer, généralement, Jean-Luc? Mais c'est une affaire de circonstances, d'éducation. J'ai mon âge et lorsque j'étais enfant, il y avait une culture viriliste. Les hommes ne devaient pas montrer leurs émotions. Bon, quand je chouinais, avec amour, hein, on me donnait une tape et on me disait « Bon, maintenant tu sais pourquoi tu pleures ». Il fallait pas pleurer, un homme pleure pas. Bon. On va commencer l'émission, une fois n'est pas coutume, en allant piocher dans l'enfance. Et puis on va y revenir parce qu'il s'est passé tellement de choses dans cette enfance, avec un certain nombre de failles qui peuvent venir éventuellement de là. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur l'âge de vos 9 ans, Jean-Luc Mélenchon, quand vos parents divorcent. Est-ce qu'on peut partir comme postulat de se dire qu'il y a eu un grand absent dans votre vie, votre père? Non, mes parents étaient très aimants. Et je n'ai jamais eu à me plaindre de rien, ni de l'un ni de l'autre. Ils m'ont donné, au contraire, des repères de joie de vivre, tous les deux. Ce sont d'abord des gens qui se sont élevés à la force du poignet. Ma mère, à l'époque, c'était pas banal, hein, est devenue institutrice. Comme ça, mon père a démarré enfant de troupe, et il a fini... il a fondé la station de radio-télécommunication du Maroc, puis il a été receveur dans le 16e arrondissement. C'est des gens pleins d'énergie. Non, je n'ai jamais manqué de père. Alors ça, on m'en a prêté plus d'un. Hein. Ah, mais ça va, j'en avais un, et c'était un homme assez immense. On va y venir. Qui s'est séparé de votre mère quand vous aviez 9 ans, et ça a eu un certain nombre de conséquences pour vous au Maroc. Ouais, la vraie déchirure, c'est pas eux, leur histoire. Moi, j'étais trop petit, je ne pouvais pas me rendre compte. Et puis, les enfants ne jugent pas leurs parents. En tout cas, moi, je ne les ai jamais jugés. J'ai même pas essayé de savoir ce qui a bien pu leur arriver en cours de route. Non, ce qui est une vraie rupture, un grand moment, une césure, c'est le départ d'Afrique du Nord. Le départ de Tanger, l'arrivée dans la cohue de l'août 1962. Mais quelle idée a-t-on eu de partir en même temps que tous les pieds noirs d'Algérie s'en allaient, les malheureux, pleins de tristesse. Et là, c'est terrible parce que c'est un apprentissage qui est très important pour comprendre mon époque. J'aurais pas cru à l'époque que ça serait ça. Mais c'est ce qui me permet de comprendre l'immigré. Dans la figure de l'immigré, la plupart des gens ne voient que l'envahisseur, en quelque sorte. Ils ne voient pas celui qui a perdu, celle qui a perdu ses paysages, ses odeurs, les bonheurs, les petits bonheurs de la vie, la famille. Ils ne comprennent pas ça. Vous savez, c'était quand, Jean-Luc? C'était en 62. Ça, c'est 62. On va regarder une image d'un bateau qui quitte le Maroc. On voit la traversée, c'est pas la vôtre, mais elle y ressemble. Et on va parler de ça, Jean-Luc, puisque vous commencez par là, l'élément fondateur pour vous. Il partait du Maroc, celui-là. Dans ce cas, c'est le Virgen de Africa. Il part d'Afrique du Nord, celui-là. D'Afrique du Nord. When I first came down, they called me Rolling Joe. Oui, c'est bien les habits de l'époque. Quelle débandade. Regardez la cage à oiseaux. Ça pourrait être moi, ça. Ça pourrait être vous parce que... Oui, j'avais la cage à oiseaux. Il s'appelait Arthur, votre oiseau, et il était tellement paniqué pendant toute cette traversée pour vous, que vous dites, sa panique, elle m'a imprégné, et je la ressens encore aujourd'hui. Oui, parce que ma mère, qui avait une grande influence sur moi, évidemment, était toujours tournée vers la souffrance des autres. Les pauvres, mais pas seulement les pauvres, également les animaux. Peut-être que c'était trop. Moi, je ne recommande pas aux jeunes parents de trop charger leurs enfants, de trop leur donner des responsabilités à l'égard du monde qui les entoure, parce que si l'on est un peu sensible, cela peut vous écraser. Ça vous a écrasé ? Cette pauvre bête, oui, ça m'écrasait. Cette pauvre bête n'arrêtait pas de sauter de tous les côtés, elle était toute gonflée, toute perdue,
Et sa panique me contaminait parce que je ne savais absolument pas quoi faire. Vous quittez le Maroc pour la France avec le stress de l'oiseau qui vous contamine. Et vous arrivez où, Jean-Luc Mélenchon? Vous arrivez en Normandie et là, vous êtes quoi, le petit arabe, quoi, pour les Normands. Les malheureux, d'abord, nous, c'était... d'abord, commençons par relativiser les choses. Hein. Moi, j'en ai un souvenir assez dramatique parce que peut-être que c'est dans mon caractère. Ma sœur aînée, elle, s'est amusée tout le long parce que tout ça l'enchantait, elle trouvait ça parfait. Et puis alors, on voyait des choses, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, des pommes partout, des prunes, des fruits, l'herbe était verte, enfin bon, pour le petit pied noir, tout ça était extraordinairement... cette richesse de la nature, ça, c'était formidable. Mais vous, comment vous étiez accueilli, là? Ah bah, ils ne comprenaient rien à ce que je pouvais être. Comme je venais d'Afrique du Nord, du Maroc, allez hop, me voilà repas en bico. Vous étiez le Donc bico. j'ai commencé une carrière de bico et de bougnoul qui me permet de comprendre assez bien ce que ressentent les gens à qui on colle cette étiquette aujourd'hui. Alors, on va y revenir évidemment à ça, mais on va revenir un peu en arrière, Jean-Luc Mélenchon. Quand vous êtes au Maroc, quand vos parents divorcent, et il y a un aspect de vous qui est important à pointer, c'est que votre mère, elle était extrêmement pieuse. Vous étiez enfant de cœur. Quand vos parents divorcent, l'Église décide de l'excommunier. Est-ce que cette violence-là, elle résonne encore chez vous aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Non, avec le temps, d'abord parce que je suis philosophe, donc je maîtrise ces questions. Mais sur le moment, je ne peux pas cacher que ça me choquait considérablement, parce que il faut se il faut se rendre compte de la situation. Je suis un petit garçon, et tous les petits garçons adorent leur mère. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Je sais bien que vous êtes dans le même cas. Donc tous les petits garçons adorent leur mère. Bon, plus le fait que la mienne chantait divinement bien à l'église. Et donc, ma foi, et puis moi j'étais enfant de cœur. Alors, j'étais rebelle, si bien qu'on ne me donna jamais aucun grade. Et comme j'entendais pas bien tout ça, enfin bon, on se crée une certaine confusion autour de moi. Et le curé a fini par dire à ma mère, vous n'en tirez rien, c'est un révolté. Et elle en était très satisfaite d'avoir réussi l'éducation de son fils de cette manière. Mais cette incroyable violence, oui, m'a choqué. Maintenant, je sais bien que l'Église, la foi, ne peut pas être réduite à ça, hein, mais je suis obligé de le dire, c'est choquant. Racontez-moi cette blessure-là, le moment où vous entendez mal, mais que vous comprenez que votre mère est stigmatisée, puis excommuniée. Bof. C'est pas un souvenir si frappant que ça. Mais tout d'un coup, toutes les habitudes de vie se sont rompues. Il faut se représenter ce qu'est la communauté française de Tanger à ce moment-là. Les Français se retrouvaient en majorité autour de l'église et surtout du petit jardin qui se trouvait en face et qui y est toujours. Et vous voyez, donc ce sont des rites. On va à la messe, après on sort, on parle. Des choses banales. Aujourd'hui, tout ça est construit. À l'époque, c'était que des terrains vagues. Et les Français se retrouvaient là. Donc, si vous voulez, c'est une rupture. On fait plus ce qu'on faisait avant. On va plus à l'église. Franchement, ça m'a pas... Disons que ça m'a donné une bonne raison de me fâcher. Et ça, se fâcher, ça vous est resté, on va y revenir. Aujourd'hui... Oui, la colère, se fâcher... J'ai des amis qui n'arrivent pas à se fâcher. Ils m'envient. Ils me disent, c'est formidable, toi t'appuies sur un bouton, ça démarre. Et eux, non, ils n'arrivent pas à se fâcher. Il y a des gens qui sont touchés par la grâce dans la vie. Et moi, je pense que c'est lié à ma manière d'abord de mal entendre. Il paraît que c'est une psychologie très particulière. Vous entendez mal depuis quand, Jean-Luc Mélenchon? Depuis toujours. Mais je ne l'ai pas su parce qu'à l'époque, on ne dépistait pas ça comme maintenant, vous voyez. Et c'est de père en fils dans ma famille. Bon, alors ça a des inconvénients, hein, bien évidemment, tout le monde le comprend, mais comme tous les handicaps, ça a de très grands avantages. Et je m'en vais vous révéler un ou deux secrets à ce sujet qui ferait bien d'inquiéter ceux qui ont affaire à moi. C'est que là, vous êtes placé dans des conditions qui vous mettent hors de portée de ma capacité à avoir de l'emprise sur vous. Mais si vous étiez dans mon champ de vue, je commencerais déjà à savoir ce que vous allez dire. Parce que l'imagination est développée comme vous ne pouvez pas vous faire idée.
Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Je peux reconstituer une phrase sur un mot que j'ai entendu. Je peux reconstituer une phrase à une expression. Et au bout d'un moment, je connais votre visage. Les hommes, hein, pas les femmes. J'ai jamais réussi à... Non, je n'arrive pas. Au risque de vous tromper, Mais les hommes, oui. Au risque de vous tromper? Ah ben, comme tout le monde, on se trompe tout le temps. Non, mais vous avez l'habitude, vous voyez les gens arriver, vous les entendez. Moi, non. Je les découvre quand ils sont sur moi. Si bien que souvent, je suis obligé de le vivre. Je le vis comme une agression, le temps de réagir. Hein. Donc, contrairement à ce que... C'est ça qui m'a toujours fait rire quand on me présente, ça c'est classique de la caricature, l'homme ou la femme de gauche, dans la rhétorique de droite, c'est une bête. Il ne se contrôle pas. Alors moi, on met sans arrêt, il tonitru, il vocifère. Bon, quand ce sont des femmes de gauche, alors elles sont traitées, les malheureuses, encore pire que nous. C'est depuis toujours que ça a été comme ça. C'est-à-dire, nous sommes présentés dans une dimension de bestialité incontrôlée. Alors, au début, vous êtes choqués, parce que quand même... Puis après, vous vous dites, mais c'est un avantage que j'ai. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. On va y revenir tout à l'heure. On reste un moment sur l'enfance. Ce père qui est moins absent que je l'imaginais, mais qui est parti à un moment donné, en tout cas qui a divorcé de votre mère, tous les gens qui vous entourent disent, après il a cherché des pères de substitution. François Mitterrand, c'est un père de substitution? Non. Bah pourtant, ceux qui sont autour de vous... Bah écoutez, je ne peux plus mettre de chapeau noir parce que le vieux en mettait un, alors que j'adore les chapeaux noirs. Bon, alors j'en ai un que j'adore, il a des ailes comme ça. Et en fait, c'est celui de Maurice Faure que j'adorais. Le chapeau, pas Maurice Faure, je ne l'ai pas assez connu. Et je ne peux plus le porter parce que sinon on dira, tu te déguises. Non, je n'ai jamais eu besoin de père de substitution. J'en avais un et je l'aimais tendrement. La personne de François Mitterrand, c'est tout autre chose. D'abord, c'était plutôt mon grand-père que mon père, si vous voulez tout savoir. Bon, oui, mais sa présence... d'abord, un peu d'humilité, quoi. Qui j'étais, moi? Je viens d'en bas, moi. Je rencontre le président de mon pays qui me fait l'honneur, l'amitié de me recevoir, de me parler, de m'associer à quelques-uns de ses complots. En fait, c'est moi qui m'ai impliqué dans ces complots, peut-être qu'il m'a rien demandé, mais bon. Et je l'admirais beaucoup. Il était d'une extrême courtoisie, d'une très grande douceur. J'avais bien comploté avec lui quand il y avait eu la grève de la RATP en région parisienne. Les ouvriers du métro qui réparaient les wagons de métro s'étaient battus très bravement, et le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, les avait traités de comploteurs communistes et tout ça, et le vieux n'aimait pas qu'on parle comme ça des ouvriers. Vous l'appelez le vieux? Oui. C'était une plaisanterie. Vous lui disiez? Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été trotskiste, comme vous le savez, pendant 3 ans. Ce sont des années très importantes de ma formation intellectuelle. Et Léon Trotsky, on l'appelait le vieux. Je ne sais pas pourquoi, le vieux. Et ensuite, c'était devenu moi, on m'appelait le vieux. J'avais 25 ans, il m'appelait le vieux. Bon. Et on s'est mis à appeler François Mitterrand le vieux, parce que les autres l'appelaient tonton, alors on trouvait ça un peu vulgaire. Le vieux. Le vieux, je voudrais que... Vraiment, je l'aimais beaucoup, et je demeure fidèle à sa mémoire. Et je ne peux pas le voir sans ressentir l'émotion que j'ai toujours ressentie auprès de lui. Sa conviction de gauche était totale. Jean-Luc, je suis sûr que ce qu'on va voir maintenant vous a marqué peut-être plus que les autres. Déjà, nous-mêmes, on était assez émus. Les derniers vœux de François Mitterrand, le 31 décembre 1994, il est donc encore à l'Élysée pour quelques mois. Un homme affaibli qui nous a émus et qui a dû vous émouvoir aussi. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Moi aussi. Je dirais, je crois, à la force de l'esprit. Je suis ému parce que ça a été un sujet de discussion avec un ami qui est mourant. Et qui sait qui est mourant. Je lui ai dit, tu sais, je crois à la force de l'esprit. Et lui s'est arraché ses pauvres paroles en me disant, pas moi.
Mitterrand a dit beaucoup de bêtises là-dessus. Et vous voyez, tant d'années après, il était un sujet de conversation, il était présent au milieu de nous. Mais oui, je me sens toujours lié à lui. Il y a un livre de Simone Signoret qui s'appelle « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Vous le connaissez, hein, Marco, celui-là? Je vois, oui. Et elle dit qu'elle elle appelle ça le tribunal de sa conscience. Et quand j'ai lu ça, ça m'a tellement plu, je me suis dit, ben moi aussi, je vais constituer un tribunal de ma conscience. Alors, un tribunal avec une chambre pour les questions familiales, une autre pour les questions politiques. Et pour les questions politiques, j'ai réfléchi à qui peut s'asseoir à la table du tribunal, à qui je vais demander son avis. Évidemment, il y a le vieux. Sa figure est centrale. Pourtant, il ne faut pas... Vous savez, c'est très injuste comme on traite les gens qui sont loyaux et fidèles à la mémoire des autres. Je n'ai jamais été Mitterrandolâtre. Je l'aimais. Il est donc dans votre tribunal. Oui. Il y a qui d'autre? Les autres, je ne vous le dirai pas, c'est secret. Vous pourriez perturber le tribunal. Parce qu'ils sont encore vivants. Vous me parlez de lui, donc voilà. Bon, je parle des gens que j'ai connus. Ce sont des personnes que vous ne connaîtriez pas forcément. Et vous savez, vous pouvez leur parler. Il faut avoir des débats intérieurs. Il faut laisser sa voix parler dedans et entendre la voix des autres. Des fois, il faut un long moment pour que la voix de l'autre soit perceptible et qu'on entende des réponses. Vous me comprenez, hein, je ne suis pas en train de délirer. Non, je comprends. C'est un dialogue avec soi-même qui passe par la voix des autres. Bon, c'est comme ça, mais si vous avez mieux, faites. Hein. Jean-Luc Mélenchon, on a parlé de François Mitterrand. Je voudrais vous parler de Lionel Jospin. Un moment, mais sur la fin, parce que ça explique un trait de votre caractère très particulier, une fragilité inattendue. Peut-être un homme politique qui n'a pas le cuir tanné comme les autres. Évidemment, quand on pense à Jospin, on pense au 21 avril 2002 et à ça. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Sur les visages, une expression qui en dit long sur le sentiment dominant. Et vous, Jean-Luc Mélenchon, vous étiez en état de choc et en pleurs. Ah oui, totalement. Totalement, parce que je sais que... Bon, d'abord, le fait... revoilà les Le Pen, quoi. Je vous rappelle, je suis pied noir. Ça va, quoi. Ils vont finir par me lâcher, ceux-là. Depuis que je suis enfant, j'ai droit... Le Pen, le père, la fille, après la petite fille, allez savoir quoi encore après. Bon, je vous présente ça un peu de manière un peu légère pour ne pas non plus donner à tout une dimension dramatique que ça ne mérite pas. Mais là, c'était très grave parce que combien de fois avions-nous dit attention, ça va mal tourner avec des institutions pareilles, ça va mal tourner avec une politique pareille, ça va, on n'est pas compris. Mais surtout là, il y a quelque chose. Je vous parle franchement d'injuste. Lionel Jospin ne méritait pas ça. Racontez-moi les répercussions sur l'homme Mélenchon après ce 21 avril. C'est le tsunami qui déferle. Basiquement, les 4 paquets de cigarettes que vous fumiez par jour, vous arrêtez net. Là, je crois que j'ai fait à peu près toutes les bêtises possibles en même temps. Je fumais, mais vraiment d'une manière totalement déraisonnable. Et je voyais bien que j'étais en train de me tuer. Alors je décide, quick, j'arrête. Je passe de 4 paquets à 0. Il faut se représenter ce que c'est que descendre 4 paquets par jour. Hein. À 0. On venait de perdre. Tous les matins, je me levais, pardon, hein, je disais, mais quel con! Je pense, comment on a réussi à se fourrer dans une impasse pareille? À ce moment-là, c'est une vraie déprime, oui. Mais c'est une dépression même. Oui, c'est une maladie, la dépression. Il ne faut pas que les gens croient que c'est pas un coup de blues. C'est pas, bon, un jour vous en avez marre, vous n'êtes pas bien, bon, ça arrive à tout le monde, ça. Et puis, bon, on trouve auprès des êtres qu'on aime la force de rebondir. La déprime, c'est plus profond, ça vous atteint entre la chair et l'os. Donc, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est la tête politique. C'est-à-dire que le corps lâchait. Entre le sevrage de tabac qui avait une conséquence désastreuse, j'avais mal partout. J'étais malade tout le temps, parce que contrairement à ce qui se dit, vous commencez par être très malade. Tout le temps.
Donc je me faisais des listes. Parce que, voyez-vous, la tête restait politique. Il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. On devait faire ci, on devait faire là. Je me sentais responsable de mes camarades. Et alors, je me suis imposé, comme souvent, dès que ça va plus, moi je ne connais que ça comme solution, la discipline de faire. Une discipline de vie, lever pile poil telle heure, coucher pile poil telle heure, on mange pas ci, on mange pas ça, on boit de l'eau. Et alors, je me rappelle, j'avais une liste de tâches, vous voyez. C'était je me lève, je me rase. Parce que j'avais plus rien à faire, je vous signale. Passer du ministère à... Adieu Mélenchon. Bon, je me rase, je fais le lit au carré, et ainsi de suite. Et je suivais et je cochais pour me reprendre en main, pour éviter que l'effondrement dans lequel j'étais, qui est physico-psychologique, hein, mais c'est une espèce de cercle vicieux, vous savez. Et donc, cet effondrement du corps était aussi la menace d'un effondrement de la pensée, ce qui pour moi était une hantise, parce que je me disais, mais que va-t-il se passer après? Bon. Et ces heures de dure discipline, pour remonter la pente, me tenir tout en continuant à recevoir les coups et à mener les pelades politiques dont je ne suis jamais sorti, eh bien, ce fut un moment d'éducation et d'autoconstruction. Ben, j'étais déjà plus un jeune homme, hein. J'avais 50 ans. Comment vous êtes sorti de là, Jean-Luc Mélenchon? Votre entourage était important? Il y avait un cordon sanitaire autour de vous? Mes amis sont toujours très bienveillants avec moi. C'est pourquoi je fais tout ce que je peux pour les garder le plus longtemps possible, en dépit de mon caractère qui n'est pas toujours forcément facile. Ouais. Ils se relayaient pour qu'on ne m'approche pas trop. Et moi, je m'isolais pour reprendre des forces, mais je n'ai jamais manqué à mes devoirs et j'ai toujours fait tout ce que je devais faire. Jamais je n'ai dit, écoutez, ça va pas, je le fais pas. Non. Comme aujourd'hui, vous voyez, cette nuit, j'ai pas arrêté de grelotter, j'avais la fièvre. Je me suis pas dit, tiens, je vais pas aller faire l'émission. Non, je viens. Et là, je suis encore dans l'ambiance un peu spéciale que tout le monde connaît de la grippe, ce qui donne à cette émission un tour assez spécial pour moi. J'espère, je sais pas si ça va se voir ou pas, mais en tout cas, vous aurez réussi votre coup parce que je suis dans un état semi-cotonneux, propice à toutes vos manipulations. Je me méfie. Alors, je vais continuer à manipuler, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on parlait de l'homme politique qui a le cuir pas si tanné que ça. Je fais un bond, j'arrive aux européennes en 2014. En mai 2014, le Front National est décrit comme la première force politique française par certains journalistes. Le Front de gauche est à 6%. Et là, on découvre à nouveau, pour ceux qui ne le connaissent pas, un Jean-Luc Mélenchon qui fend l'armure jusqu'aux larmes. Le Front National en tête, c'est suffocant pour la France. Le Front de gauche, au niveau auquel il se trouve, c'est insuffisant et à quelques égards, c'est cuisant. Je ne confonds pas notre score à tous avec le mien. Que de travail à faire, comme nous avons été isolés dans nos tentatives d'explication, comme nous avons été maltraités. Bon, c'est la vie, il faut faire avec. Va la France, va ma belle patrie. Allez les travailleurs, ressaisissez-vous. Ne laissez pas que tout ça soit fait en votre nom. Ne permettez pas que la France soit autre chose que ce qu'elle est dans le cœur du monde entier. Oui. C'était très blessant. Mais les raisons que j'avais d'être en colère contre nous-mêmes, hein, parce qu'on n'y est pas pour rien dans nos propres échecs. Hein. Là, bon, c'est le soir d'une élection, vous êtes encore à moitié dans le discours de campagne, et puis votre devoir de porte-parole, de celui qui marche devant. Puis vous savez, dans notre gauche, hein, c'est personne dit jamais merci. Hein. Tout le monde est toujours... C'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon mot d'ordre, c'est jamais la bonne formule. Voilà, c'est toujours trop personnalisé, c'est jamais assez. Enfin bon, c'est très exigeant. C'est un milieu qui est rêche et qui parfois est
et sec. Et la vieille tradition, c'est qu'on ne dit jamais « je », on dit « on », le parti, nous, des abstractions. Alors tout ça, à ce moment-là, ça bouillonne en moi. Et puis, il ne faut pas perdre la face, il faut continuer à mener. Mais là, vous êtes abattu, Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais, mais ceux qui m'écoutent, en même temps, je parle pour eux. Je sais que je peux parler comme ça parce que je parle pour eux. Et s'ils avaient été là, c'est ça qu'ils auraient dit. Mais écoutez bien, le plus important, c'est pas le côté électoral, c'est la patrie. Pour moi, je sais que je vais choquer du monde, mais dans mon propre camp, pour moi, la patrie républicaine, c'est l'identité de la France, c'est la mienne. C'est moi-même. Je ne suis pas autre chose que le peuple républicain. Ça paraît prétentieux, mais vous avez fait toute cette histoire. On m'a vu venant d'Afrique du Nord. Mes grands-parents ne sont pas français, ont choisi de l'être. Toute cette histoire, vous voyez, qui fabrique un espèce d'invariant d'échelle de la lutte politique la plus ample au maillon le plus intime. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Pour moi, la patrie républicaine des Français, ce soir-là, j'ai honte. Parce que je me dis, dans le monde entier, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La France. Et vous là-dedans, Jean-Luc Mélenchon, ça vous conduit dans une forme de blues. L'autre fois, c'était la dépression, avec Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Là, ça vous conduit à quoi ? Le blues, une forme de désarroi. Pendant l'été, on a pensé que vous alliez tout arrêter. Non, c'est un moment... Non. Il faut savoir... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut savoir être entièrement un homme. Un être humain, on va dire. Il faut que l'émotion et la raison marchent ensemble. Parce que tous ceux qui sont dans notre combat, ils sont comme ça. Ne croyez pas qu'on est de gauche à cause de sa feuille de paye. Ce n'est pas vrai. Les gens ne vont pas se faire tuer pour un différentiel d'inflation. Ils vont se faire tuer pour des idées extrêmement bizarres, très abstraites, la liberté, la dignité. Eh bien, dans un moment comme celui-là, vous choisissez vos mots, vous choisissez votre registre. Et alors, la fonction du tribun est une fonction sacrée. Vous comprenez ? La parole du tribun porte celle des autres. Et il faut être en espèce de communion avec les siens. Ce bout de film mal filmé, parce que c'était fait dans des conditions abracadabrantes, avec le visage que j'ai, il a été regardé 200 000 fois. Pourquoi ? Pas pour voir que mes yeux humides, hein, parce que les gens se disaient, je pense exactement ce qu'il dit.